Bon, ce soir, on a décidé de ne pas l'appeler le match des invités, parce que là, pour le coup, vous êtes sur la même liste, vous êtes toutes les deux au Parti Socialiste et chez Place Publique. En tout cas, vous êtes sur cette liste-là. Et donc, l'idée, c'était effectivement de conserver un peu le rythme que nous avons habituellement, c'est-à-dire que nos invités se posent une question. Notre sociétaire, bien évidemment, va poser des questions, mais d'abord, Coralie va démarrer avec quelques questions. En premier, pour Chloé Ridel. Coralie, c'est à vous. Voilà, alors tous les journaux commencent un peu locaux à s'exciter avec ça en disant que vous êtes gardoise, tout le monde vous connaît pas. Alors, quel est votre lien avec le département et pourquoi on dit de vous que vous êtes gardoise ? Parce que j'ai cru comprendre que vous passez plus de temps à Paris quand même que dans notre beau département. Alors, j'ai de brevets à recevoir de personne pour savoir si je suis ou pas gardoise. Je suis gardoise par mes attaches familiales, je suis gardoise par une partie de mon histoire, puisque j'ai vécu à Nîmes, à Lédenon, j'ai passé mon bac au lycée d'Audet à quelques encablures de ce studio. Et le Gard, c'est surtout le territoire pour lequel j'ai envie d'être utile, même si par la suite mes études m'ont amenée vers Paris tout simplement, et je suis pas la seule parce que après avoir décroché mon bac au lycée d'Audet, je peux vous garantir que il y a peu de lycéens qui restent à Nîmes. Et ça, c'est quelque chose peut-être que nous devons changer. Alors, ça part à Montpellier, ça part à Lyon, et puis ça part à Paris. L'université de Nîmes, quand même, chaque année a de plus en plus d'étudiants. Voilà, mais on peut s'en réjouir. Mais en tout cas, de ma même. génération, on était très nombreux à malheureusement quitter notre ville. Et après, moi, j'ai passé le concours de Sciences Po Paris, puis celui de l'École nationale d'administration. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans les ministères qui se trouvent dans la capitale de la France, qui s'appelle Paris. Voilà. On enchaîne, Coralie. Du coup, si vous êtes élu au Parlement, quel dossier gardois allez-vous porter ? Ouf! Il y en a plein des dossiers gardois à porter. Il y en a un ou deux qui vous tiennent à cœur, peut-être ? Qui me tiennent à cœur, je pense, agriculture et la pêche. Bon, moi, il se trouve que ma famille, dans le Gard et près de Lédenon, nous exploitons une exploitation oléicole. Nous avons des arbres et donc nous pointons à la chambre d'agriculture. Et donc, je connais quand même un peu le petit milieu agricole gardois. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire pour la tirer vers le haut, cette agriculture. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une politique agricole commune qui ne favorise pas de fait nos petits agriculteurs, qui ne la protège pas, y compris de la concurrence qui peut exister à l'intérieur même de l'Union européenne. On ne parle même pas de la concurrence extra-européenne, on parle de la concurrence espagnole et italienne, voire allemande. On a besoin davantage harmoniser les normes de production agricole, même à l'intérieur de l'Europe. D'accord. Et concernant la pêche ? Et concernant la pêche, et ben là, c'est comment est-ce que on va vers un modèle de pêche qui favorise davantage les petits pêcheurs, là aussi, que les grandes exploitations agricoles. Et je me rendrai au mois de mai à la rencontre des pêcheurs du Gros du Roi, où on a là des modèles de pêche parfois artisanales et qui, là aussi, ne sont pas favorisés par les règles actuelles. La taille des filets, notamment. Vous êtes en 10e position sur la liste effectivement de Raphaël Glucksmann. Il y a un ex-député européen, alors lui il est plutôt chez les Républicains, il s'appelle Franck Proust, il est président de Nîmes Métropole. Il a des sujets au niveau européen qui lui semblent extrêmement importants, notamment la base de sécurité civile de Nîmes, avec son projet phare de hub européen. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez être en capacité de travailler avec Franck Proust pour accompagner ce projet pour le territoire nîmois ? Bien sûr. Moi, la seule objectif que j'ai, je vais n'êtes pas sectaire. Sans doute être élue députée européenne le juin prochain, je l'espère, si les électeurs nous font confiance. Après, une fois ça, mon but, ce sera de porter des projets utiles au Parlement européen pour les Français et d'être utile au territoire qui est le mien, le Gard. Et donc, si on parle de la sécurité civile, l'Europe, elle a des choses à apporter sur ce volet-là, puisque elle va notamment mettre en commun des capacités de Canadair pour nous permettre de s'entraider. En fait, quand ici on est saturé, sur le territoire français, on peut obtenir de l'aide des Espagnols ou des Grecs. On l'a vu, on a nous envoyé des Canadair. Enfin bon, donc il faut qu'on construise une solidarité européenne. Mais surtout qu'il y a un projet phare de hub européen et ici à Nîmes. Ça peut être Nîmes évidemment, et déjà le hub français de la sécurité civile. Donc évidemment qu'elle peut avoir vocation à devenir une plateforme, un hub pour l'ensemble de la zone méditerranéenne. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez être certain que je porterai avec quiconque autre élu du territoire qui voudra bien s'engager sur ce sujet. Coralie. Aujourd'hui, on le voit, la liste PS Place Publique, elle est en pleine dynamique. Comment pouvez-vous dépasser
la liste Renaissance de la majorité présidentielle? Alors merci pour cette question parce que dans cette élection, nous sommes confiants, nous sommes contents, nous constatons que la voix de Raphaël Glucksmann et celle de tous ces autres colistiers portent. Notre récit convainc déjà parce que je crois nous parlons d'Europe. Nous ne faisons pas de cette élection européenne une élection nationale ou le premier tour de l'élection présidentielle de 2027, comme on l'entend dans la bouche de certains. Nous parlons d'Europe et nous répétons que jamais dans l'histoire, un scrutin européen n'aura eu des enjeux aussi importants pour l'avenir de l'Europe et pour celui de nos démocraties. Et notre objectif dans cette élection est d'être à gauche, le bulletin de vote efficace pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et pour faire barrage au vote d'extrême droite et de Rassemblement national. Et je sais qu'il y a beaucoup de Gardoises et de Gardois, et je les connais, et j'en ai dans ma famille, qui votent pour le Rassemblement national. Qui votent pour le Rassemblement national, peut-être au présidentiel. Mais j'ai envie de dire à ces gens que l'élection européenne, ça n'est pas la même chose que l'élection présidentielle. Et que je suis persuadée que tous ceux qui votent ici dans le Gard pour le Rassemblement national ne sont pas pour autant pour un Frexit ou pour une destruction de l'Europe de l'intérieur. Et peut-être qu'eux aussi, ils sont convaincus comme nous qu'il faut plus d'Europe, qu'il faut construire une souveraineté européenne, qu'il faut permettre de taxer les plus riches au niveau européen et ils peuvent adapter leur vote en fonction de l'élection et voter pour des gens qui vont faire des choses utiles pour eux au Parlement européen, vont réellement porter des progrès, parce que quand on regarde l'assiduité de Jordan Bardella, qui porte la liste Rassemblement national au Parlement européen, il n'y est quasiment jamais. Il vient prendre le chèque et il rentre. Donc voilà, moi c'est ça le message que j'ai à dire quand on dit on veut être le vote barrage à l'extrême droite, c'est pas juste des trucs en l'air, c'est que voilà. On veut sauf qu'à gauche, c'est un peu le bordel, tout le monde part en ordre dispersé. Quel regard vous portez, vous en plus pas plus particulièrement, parce que je crois que vous êtes soutien d'Olivier Faure, vous c'est plutôt refondation avec Carole Delga. Quel regard vous portez sur LFI qui explique que eux c'est la vraie gauche et qu'en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, derrière vous il y a François Hollande. Comment on fait ? Alors, avec la France Insoumise, quand on a conclu l'accord de la NUPS, il y avait plusieurs volets dans cet accord. Dans la partie européenne de l'accord NUPS, il y avait écrit noir sur blanc quels étaient nos désaccords avec la France Insoumise. Voilà. Et il n'est un secret pour personne que nous avons des divergences, Parti socialiste, France insoumise, sur les questions européennes, notamment sur la façon dont on peut soutenir la résistance ukrainienne. Nous avons été, et notre tête de liste, Raphaël Glucksmann, très lucide sur la menace que fait peser Vladimir Poutine, non seulement sur l'Ukraine, mais sur l'ensemble des démocraties européennes et sur notre pays quand il fait des cyberattaques sur nos hôpitaux. Donc nous regardons cette menace en face différemment de la France insoumise et de M. Mélenchon qui explique qu'en fait il faudrait tout céder à Vladimir Poutine, faire la paix et lui laisser dépecer l'Ukraine, ou quand il explique que M. Poutine fait ce qu'il a à faire. Mais comment on s'en sort de cette en guerre Ukraine, en alors Ukraine, que ce monsieur est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Comment on s'en sort de cette guerre en Ukraine ? Alors, comment on s'en sort ? En étant au rendez-vous du soutien à la résistance ukrainienne. Quand on regarde le montant de l'aide française à l'Ukraine depuis le 24 février 2022, c'est 0,6% de notre PIB. Pour vous, c'est pas suffisant. Nous n'avons pas été au rendez-vous. Nous sommes la première puissance militaire d'Europe, nous, la France. C'est ça qu'on apporte comme aide à un peuple qui, aujourd'hui, nous défend concrètement. Et le premier rempart de notre sécurité, ça n'est pas à la hauteur. Mais nous voulons que le soutien à la résistance ukrainienne, il ne coûte pas aux Français et aux Européens, qu'on fasse payer les Russes. Parce qu'il se trouve que nous avons sur le sol européen 200 milliards d'euros d'avoirs russes que nous avons gelés. Ce sont des avoirs de la Banque centrale russe qu'elles avaient placés sur notre sol. Cet argent, il est là, et nous l'avons gelé, mais il faut le saisir et il faut l'utiliser précisément pour financer le soutien à la résistance ukrainienne, parce que c'est qu'en imposant un rapport de force à la Russie qu'on arrivera à obtenir une vraie paix, et une paix qui soit juste. Évidemment qu'il faudra négocier un jour. Mais là, on est dans une situation où le front ukrainien menace de s'effondrer. Allez, on avance. Jean-Baptiste, rapidement sur cette question. Je crois qu'on voulait juste avant de poser la question, juste en 2 mots, vous êtes pour l'envoi de troupes militaires françaises au sol en Ukraine ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ça, c'est M. Macron, qui d'ailleurs dit cela et se fait désavouer par l'ensemble de ses partenaires et par M. Zelensky en personne. Nous le répétons, et Raphaël Glucksmann ne cesse de le répéter, c'est précisément pour ne pas envoyer de troupes au sol en Ukraine que nous devons être au rendez-vous du soutien. Regardez par exemple, un exemple. L'Iran a récemment attaqué Israël, d'accord, avec des missiles. La France a apporté son soutien avec des armes antimissiles pour les descendre. Monsieur Zelensky, le lendemain, s'émeut et dit « Nous, ça fait 2 ans qu'on se fait pilonner
par la Russie qui nous envoie des missiles sur nos infrastructures énergétiques, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se chauffer, qu'on ne peut plus nourrir nos enfants, etc. Et là, la France ne nous aide pas avec des armes anti-missiles. Excusez-moi, il y a quand même un 2 poids 2 mesures, et ils ont raison, les Ukrainiens, de s'émouvoir de ça. Nous n'avons pas été au rendez-vous pendant longtemps. On a trop tergiversé, on a été trop lent sur le soutien. Jean-Baptiste. J'ai bien noté votre réponse, merci de vos précisions. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait, à la fois en écoutant votre parcours tout à l'heure et en parlant de Monsieur Mélenchon. Moi, il y a des images que j'ai trouvées scandaleuses ces derniers jours. Je voulais vous interroger dessus. On voit à Sciences Politiques à Paris des manifestations continues, en tout cas régulières, pour la cause palestinienne, avec des drapeaux qui sont brandis, des grèves, des occupations de salles, des occupations d'amphithéâtres. Est-ce que vous soutenez ces manifestations ? Est-ce que c'est la place de Sciences Politiques de soutenir cette cause et au fond d'importer un conflit qui n'a nul lieu d'être, à mon sens, surtout dans une école qui a formé les futurs dirigeants politiques ? Est-ce qu'on se rend compte que ces personnes qui aujourd'hui manifestent, j'allais dire comme des... c'est pas leur place pour moi de manifester, si vous voulez, dans cette enceinte. Est-ce que pour vous, vous les soutenez ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous soutenez par exemple M. Mélenchon qui va donner une conférence de soutien ? Elle a peut-être déjà manifesté à Sciences Po, monté sur les tables. Mais c'est pas la même chose, c'est un conflit qui est quand même... C'est pas la même chose que de soutenir une réforme en place. Je vais vous répondre. Un conflit international. Moi, ce que je soutiens, et je suis porte-parole du Parti Socialiste, donc je prends sur moi de dire que c'est la position du Parti Socialiste, nous soutenons la liberté d'expression et d'opinion en France. Et nous ne sommes pas pour la criminalisation des opposants politiques et des voix de soutien au peuple palestinien qui vit depuis quelques mois une épreuve terrible, avec 1 million de personnes menacées de famine, avec 30 000 morts, dont 2 tiers de femmes et d'enfants. Et donc que ça suscite une émotion, y compris chez nos étudiants, me semble parfaitement légitime. Voilà. Après, il faut que cette liberté d'expression, elle s'inscrive dans les limites de la loi. La confusion qu'il y a entre les deux, entre la cause palestinienne et le soutien au Hamas, qui est tacite, qui apparaît malheureusement trop souvent dans ces manifestations. Qu'est-ce que vous en pensez ? S'il y a ce type de dérive, nous sommes les premiers à les condamner, puisque nous avons, dès le 7 octobre, été très clairs sur le fait que le Hamas avait mené des attaques terroristes qui étaient des crimes. Est-ce que c'est la place de Jean-Luc Mélenchon d'aller dans cet amphithéâtre ? Mais vous ne pouvez pas dire que tout soutien au peuple palestinien et à sa quête pour la justice et pour l'autodétermination est un soutien au Hamas. Là, juste, on est un peu sur la forme, mais pour revenir sur le fond, et on va clôturer. Et on clôture. Par rapport à Gaza, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de l'Union européenne ? Alors nous portons très concrètement, avec le groupe socialiste au Parlement européen, des mesures pour mettre la pression sur le gouvernement israélien. Et nous en avons des moyens de pression. Nous avons déjà fait adopter au Parlement européen des sanctions contre les colons en Cisjordanie. Nous menons en ce moment une fronde en lien avec l'Internationale socialiste, présidée par M. Pedro Sánchez, qui est le Premier ministre espagnol, pour demander la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et ça, c'est un moyen de pression énorme parce que cet accord d'association, il régit notamment les relations commerciales entre Israël et l'Europe qui sont très importantes. Et cet accord, il comprend une clause droit humain. Et cette clause qui manifestement n'est pas respectée, et c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les experts de l'ONU, peut nous permettre de suspendre cet accord et donc de mettre la pression que nous devons mettre sur le gouvernement israélien parce que nous, Européens, nous sommes à l'épreuve de montrer que nous n'avons pas de 2 poids 2 mesures quand il s'agit de respecter les droits humains. Et nous soutenons les Ukrainiens, nous soutenons aussi le respect du droit international à Gaza comme en Ukraine. Et ça, c'est très important, notamment pour l'image de l'Europe vis-à-vis des pays du monde entier. Merci Chloé Ridel. Claire Fuita, c'est à vous à présent de poser une question à Chloé Ridel. Chloé, peut-être, d'où te vient cet engagement pour l'Europe ? Comment tu t'es forgé cette conviction, parce que c'est un engagement prenant, et là c'est une belle aventure qu'on vit ensemble, et d'ailleurs je voulais te le dire, et que ça fait du bien de trouver des jeunes femmes qui ont envie de se battre comme ça sur cette échelle qui est importante pour nous tous. Chloé Ridel. Cet engagement pour l'Europe, il me vient de loin. Moi déjà, j'ai 32 ans et je suis née en 1991, après la chute du mur de Berlin. Et donc j'ai vis-à-vis de l'Europe des sentiments mêlés que ma génération partage, parce que moi je suis arrivée à l'âge adulte au moment de la crise économique et financière de 2008, et ensuite je n'ai connu que des crises, et j'appartiens à une génération qui est au pied du mur climatique, qui voit la montée des extrêmes droites et qui regarde cette Europe sans concession vis-à-vis de l'impasse néolibérale
libre échangiste dans laquelle elle était tombée. Moi, j'ai commencé dès l'âge de 20 ans, en fait, à travailler en lien avec les sujets européens. Quand je suis partie de Nîmes et que j'étais à Sciences Po, puis à l'ENA, j'ai travaillé à la Commission européenne auprès d'un commissaire qui était Pierre Moscovici, le commissaire français, au moment de la crise de la dette grecque. Donc j'ai vu de l'intérieur comment se passaient les choses à Bruxelles. Et puis ensuite, voilà, j'ai travaillé au ministère des Finances en lien avec les enjeux européens. Et puis l'Europe est aussi au cœur de ma vie intellectuelle, puisque je suis autrice et j'ai écrit un livre sur précisément la crise que traverse le projet européen à la lumière de la guerre en Ukraine et depuis la pandémie de Covid, et face aussi à la montée des extrêmes droites. Donc voilà, c'est pour moi une grande chance et une grande joie partagée que de pouvoir faire campagne à tes côtés pour cette élection européenne du 9 juin prochain qui est la plus importante, en tout cas de mon histoire personnelle. Eh bien, c'est à vous à présent, Chloé Ridel. On switch, c'est à vous de poser une question à Claire Fita. Chère Claire, toi qui es vice-présidente de notre belle région Occitanie, qu'est-ce que tu peux dire de l'utilité de l'Union européenne et de l'Europe pour notre région ? Je crois que tu as commencé à parler de ce sujet majeur pour notre région qui est l'agriculture, la viticulture, la pêche. Et comme tu as déjà évoqué les propositions, il y a un sujet sur lequel on est particulièrement concerné, c'est l'eau. Nous ne pouvons pas envisager de travailler sur nos politiques agricoles communes sans aborder ce sujet majeur qu'est l'eau et qui se décline bien entendu pour l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit pour l'eau potable, y compris pour notre énergie aussi. Et là-dessus, je pense qu'il faut que l'Europe, elle prenne en compte la Méditerranée dans ses spécificités. Moi, je considère que toute l'Occitanie, elle a une agriculture méditerranéenne. Et dans les propositions que nous devons porter sur l'eau, il y a bien entendu une sobriété, des investissements dans les économies d'eau que nous devons absolument porter. Et en région, nous avons déjà des exemples de réseaux hydrauliques régionaux, autant côté Est, côté Ouest, qu'il faut absolument poursuivre, intensifier avec une gouvernance mieux partagée. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est trop partagée et où il y a des conflits d'usage, où il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Et l'Europe, il faut qu'elle soit un investisseur massif et qu'elle permette aussi en proximité à trouver les bonnes solutions. C'est un problème universel qui ne trouvera les meilleures solutions qu'en proximité et dans une vision décentralisée et régionalisée. Jean-Baptiste, vous vouliez juste rebondir avant de poser une question. Sur l'agriculture, sur les politiques à soutenir, une mesure qui est fortement demandée, réclamée par les agriculteurs de France, une mesure qui est déjà en place en Espagne notamment et dans d'autres pays européens. Est-ce que vous êtes pour l'instauration, la construction de retenues collinaires, de bassins qui conservent l'eau, et l'eau issue des pluies et qui sera ensuite utilisée pour l'irrigation ? Le stockage est une vraie question et il faut absolument laquelle pas avoir de question. Il ne faut pas avoir de réponse dogmatique. C'est-à-dire que chaque projet doit être étudié avec ses contraintes et ses propositions. Et bien sûr qu'il peut y avoir besoin de stockage. Et en effet, sur certains territoires, ce sera la bonne réponse. Sur d'autres, ça peut être individuel, ça peut être collectif, mais ça peut être aussi d'autres types d'investissements. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, sinon on l'aurait trouvé. Donc on est bien sur un mix de solutions. Ça fait quand même plusieurs années que c'est réclamé, c'est dommage. Moi je pense qu'on ne l'a pas validé plus tôt, que les politiques, notamment j'allais dire, parce qu'on parle de la région, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est souvent bloqué quand même par, pour ne pas les citer, les alliés écologistes. C'est dommage. Et c'est bien, c'est rassurant d'entendre vos propos qui sont pragmatiques. Parce que, en plus, là, on vient d'en faire la preuve. Il y a 28 projets en région Occitanie qui viennent de sortir, des projets de réseaux hydrauliques agricoles que la région soutiendra, mais aussi l'État, les départements et les filières agricoles, mais aussi les associations environnementales, bien entendu, participent à la réflexion. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et voyez, en peu de temps, 28 ont pu être proposés et concrétisés. Allez Coralie, c'est à vous à présent. Quelques questions pour Claire Fita. Oui, alors vous êtes tellement gentils entre vous que moi à côté j'ai peur d'être le grand méchant loup. Remarquez, puisqu'il y a certainement des socialistes qui nous regardent, si on faisait le congrès PS chez Objectif Gare, je pense que ça passerait beaucoup mieux que ça ne s'est passé avec M. Faure et M. Rossignol. Enfin bref, ma première question, c'était comment une jeune de 32 ans... Mais nous sommes des femmes.
Peut-être que aussi. c'est ça. Alors, vous en avez une à la région qui s'appelle Carole Delga. Comment une jeune de 32 ans est arrivée à se placer avant vous sur la liste de Raphaël Glucksmann? Alors que vous avez été maire, vous avez été élu avec Carole Delga justement en 2015. Comment ça se fait que Chloé Ridel, elle est arrivée avant vous? Alors, je n'ai pas été maire, je n'ai été qu'adjointe au maire et vice-présidente, c'est vrai, à la région. Tout simplement parce que dans une constitution de liste, il y a, comme vous l'avez dit, des sensibilités qui doivent être dans leur diversité représentées. Et on arrive à un ordonnancement. Et moi, je suis ravie que Chloé soit là, en 10e position. Et surtout, j'ai confiance dans l'ensemble des candidates et des candidats, et bien sûr en Chloé. Vous avez démarré en 2015, je disais, avec Carole Delga, et vous occupiez des finances. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est un vrai partenaire financier pour les collectivités? Si on vous pose la question, c'est qu'hier, on avait le maire d'Aubord qui disait « les fonds européens, c'est le bordel, et en plus, les crédits, ils ne sont pas totalement consommés ». Il y a une vraie, et là j'ai envie de dire, difficulté française. Bien sûr qu'il y a une complexité européenne sur l'utilisation des fonds européens. Ça c'est incontestable et il faut arriver à simplifier. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et pour les paiements, et apparemment ensuite, aussi, c'est compliqué au parce niveau que ils ont eu ce souci-là quand ils Exactement. ont voulu se faire financer leur tablette. Au niveau français, en fait, il y a une surcomplexification de l'utilisation des fonds européens qui amène ces retards. Et donc, on est à la fois dans des délais d'instruction, donc c'est-à-dire on reçoit le dossier, on voit si ça rentre dans les critères, parce qu'en effet, il y a des orientations, il y a des priorités politiques. Et même une fois que ça a été validé, donc la subvention, vous voyez, elle a été votée, pour verser l'argent, ça prend énormément de temps, mais à cause de cette surcomplexité de l'État français. Et nous, vous voyez, par exemple, la région Occitanie, elle est autorité de toutes les régions, sont autorité de gestion d'un certain nombre de fonds européens. Eh bien, on est contraint par cette réglementation française qui décuple les délais de versement. Alors, on est allé jusqu'à déployer des outils, mais qui ne sont pas satisfaisants, pour pouvoir faire des avances de trésorerie aux entreprises, aux associations, le temps qu'elles touchent véritablement l'argent de l'Europe. Donc, c'est trop compliqué, c'est trop long. Par contre, les objectifs sont bons. Enfin, je veux dire, les fonds qui sont... Vous voyez, nous, on gère des fonds sur de la cohésion territoriale, notamment. Donc, c'est-à-dire, dans la ruralité, en métropole, trouver le... Sur l'innovation également. Et sur l'innovation, on a plusieurs champs. Avec le FSE, que ce soit Fonds social européen, le FEDER, investissement, mais aussi fonctionnement. Vous voyez, on a développé des écoles de la deuxième chance. À Nîmes, il y en a. Donc, ce sont des jeunes qui sont en décrochage, que l'on accompagne dans une nouvelle pédagogie pour les raccrocher à un nouveau projet. Et puis ça, ce sont des fonds européens. Aussi. Vous reviendrez pour les régionales. Je vois que ça vous passionne. On va rester sur l'Europe. Si vous êtes élue députée européenne, quel projet, quelle idée vous voulez défendre là-haut? Je vous ai parlé de l'agriculture, la viticulture, parce que chez moi, j'ai le gaillac qui coule dans les veines. Vous connaissez aussi, à part le cuir, il y a aussi, bien entendu, la viticulture. On est la première région au monde avec notre vignoble. C'est assez, quand même, emblématique. Moi, j'ai envie de vous parler de culture et de réindustrialisation. Donc, bien sûr, je suis vice-présidente à la culture et je pense que cette exception culturelle qu'on a su défendre au niveau européen, donc on a réussi, là, pour le coup, les Françaises et les Français, depuis des décennies. Je pense que cette exception agricole, en termes de conception européenne, c'est un bel exemple. Et dans la culture, on a un champ sur lequel notre région et l'Est de la région est particulièrement dynamique, ce sont nos industries culturelles et créatives, et notamment le cinéma et l'audiovisuel, où on a un vrai développement, un nombre de jours de tournage qui explose, donc en fait, on est de plus en plus attractif, il y a des création d'emplois, et je vous assure... Mais qu'est-ce que peut faire l'Europe? Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, intensifier la possibilité d'investir en fait sur nos tournages, donc sur des outils de tournage notamment. Donc c'est de l'industrialisation, c'est de la réindustrialisation de nos territoires sur un champ culturel, et nos jeunes, je vous assure, quand ils rentrent en formation, ça leur fait briller les yeux. Donc c'est comment aussi on donne un sens à un avenir professionnel. Et
Et donc, bien sûr, voilà, la culture. Et je parlais, vous m'entendez parler de Je veux dire un projet, hein. On a beaucoup de catalogues. Alors, en fait, on a des studios de tournage qui sont en cours et on a besoin de fonds européens pour leur permettre de se développer véritablement. Et je vous parle beaucoup de réindustrialisation, mais c'est partagé aussi avec vous que notre vision de la bifurcation écologique, Chloé en a parlé, c'est bien sûr des exigences environnementales. Nous, on est pour le New Deal, le pacte vert, on pense que c'est très important. Il faut même aller dans une deuxième étape. Mais cette deuxième étape, au-delà des exigences, c'est de l'investissement et c'est de la création d'emplois. Mais si tous les élus locaux, les chefs d'entreprise commencent à dire que ça pose des problématiques très fortes aujourd'hui, sur tous les projets. Qu'est-ce qui porte ? Le dispositif ZAN, par exemple, et puis toutes les questions effectivement environnementales qui ne prennent pas en compte des réalités économiques sur les territoires. Oui, mais si vous les accompagnez à porter leurs projets malgré les contraintes qui peuvent apparaître d'abord comme des contraintes, mais en effet, il faut ne pas consommer des terres agricoles. On parle par exemple des compensations environnementales. Il y a aujourd'hui des élus sur des territoires qui disent c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'hectare pour pouvoir le faire. Le maire d'Aubord, par exemple. Et on comprend les difficultés. C'est pour ça que c'est à la fois aux collectivités, notamment au niveau départemental, régional, mais aussi à l'État et aussi à l'Europe, d'être force de proposition pour permettre ces compensations environnementales. Et la région Occitanie, elle a créé, par exemple, ces outils pour accompagner les porteurs de projets publics, privés, dans ces compensations environnementales. Allez, on fait un peu de politique. Oui, ce serait bien. On sait votre amour et l'amour de Carotte Delga pour Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs, pareil, qui ont le cœur à gauche, voir si la réponse est différente que celle de Madame Ridel, qui ont le cœur à gauche, pourquoi ils voteraient plutôt pour vous que pour LFI ? Ou que Europe Écologie Les Verts. Ou que le Parti communiste, j'ai rien oublié. Ou que lutte ouvrière aussi. Faut pas le PRG. Je suis sûre qu'il y en a d'autres encore. Oui, parce que j'ai entendu ce matin, on serait 34 listes en lice pour le 9 juin. Non, mais au total, donc j'imagine qu'il doit y avoir... Rassurez-vous, Jean-Baptiste, rassurez-vous. Donc j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres de gauche. Bon, c'est peut-être la dernière fois pour les Républicains, on verra. Pourquoi il faut voter pour nous ? Parce que pour faire basculer le Parlement européen, pour que le premier parti au niveau du Parlement européen, ce soit le seul qui peut l'être à gauche, c'est le Parti social-démocrate. Et nous, socialistes, place publique, notre liste, c'est celle qui va abonder ces troupes du Parti social-démocrate et donc faire en sorte que ça devienne le premier parti. Les autres partis de gauche, qui sont tout à fait respectables et dont nous avons besoin de députés de gauche dans leur globalité, dans leur diversité, mais c'est nous qui pouvons faire basculer le Parlement européen. Cette élection, elle est compliquée parce que non seulement les Français ont du mal à voir comment l'Europe agit dans leur quotidien, mais en plus, le destin du Parlement européen, ça ne repose pas que sur la France, il y a tous les résultats des autres pays autour, et ça c'est compliqué de les faire expliquer aux gens. Et ce qu'il faut expliquer peut-être, juste un dernier détail, c'est que le premier parti qui va arriver donc au Parlement européen, c'est de lui dont va être issu le président ou la présidente de la Commission européenne. Et c'est vrai que notre système européen, il est un peu compliqué à comprendre et on se partage un peu les rôles. Le Parlement a une importance, mais pas uniquement. C'est la Commission qui fait le calendrier de travail. Et un Jacques Delors ou un Barroso à la tête de la Commission européenne, ça ne sera pas du tout le même calendrier. Et si on veut un jour une Europe sociale, on a besoin de Nicolas Schmitt. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de la liste qui est portée par la majorité présidentielle en France ? La justice fiscale et sociale. Sans hésiter. Il n'y a aucun partage de vision. Même si on a entendu quand même, et on l'a vu par expérience ces derniers mois et ces dernières années, que vous arrivez de voter des mêmes propositions de loi 80%. Qu'Emmanuel Macron. Sur l'Ukraine, je pense qu'il faut reconnaître l'importance des prises de position et auxquelles nous adhérons sur des nuances, Chloé l'a exprimé, mais par contre sur la vision de redistribution que nous voulons faire jouer à l'Europe et aussi l'investissement que nous jugeons très important au niveau européen, la liste de la majorité présidentielle n'adhère absolument pas et
Par contre, quand on parle de pourcentage, de ce que nous votons en commun, il faut quand même dire qu'au niveau du Parlement européen, il y a une culture du compromis, du travail entre députés qui est différent. Et vous avez autant Manon Aubry et Bellamy qui travaillent très bien ensemble et qui peuvent voter des choses aussi ensemble. Donc je pense que c'est un fonctionnement qui est intéressant à observer, mais ce qui nous différencie, c'est vraiment la justice fiscale. Tout à l'heure, Coralie a touché du doigt le sujet, avec Chloé Ridel notamment. Est-ce que finalement, là, cette fois-ci, la liste qui est portée effectivement par le Parti Socialiste et Place Publique n'est pas la démonstration de l'erreur de l'association avec la NUPES en France en 2022 ? Parce que finalement, on se rend compte probablement qu'aujourd'hui, une gauche social-démocrate, comme vous venez de la présenter, aurait pu très bien fonctionner en France. À chaque échéance, ses choix. C'est vrai que on ne partageait pas forcément au moment des élections législatives la vision, mais je pense que transposer serait une erreur. Par contre, vous dire que je suis totalement à l'aise dans mes baskets, dans cette liste Parti Socialiste, Place Publique, évidemment. Et quand on me dit, oui, c'est le bazar à gauche, il y a plein de listes, mais regardez le nombre de députés européens que nous pouvons envoyer au Parlement européen à gauche, c'est cette configuration qui nous permet d'y aller. Le scrutin, et c'est un peu technique, et c'est vrai que peut-être ça attirera pas nos auditrices et nos auditeurs, mais c'est un scrutin à un seul tour. Et quand on est sur un scrutin à un seul tour, il faut que les électeurs tranchent. Et nous voulons qu'ils tranchent avec les propositions, y compris à gauche. Donc les électeurs de gauche, qu'ils tranchent sur notre vision de l'international, de l'Ukraine, notre vision de la PAC, notre vision de cette Europe sociale que nous appelons de nos voeux, mais surtout des solidarités. Mais ça vous donnera quand même des forces si d'aventure vous passez devant la liste Renaissance pour les prochaines présidentielles. Ça nous donnera des forces tout court. Parce que là, du coup, vous allez nationaliser ce scrutin. Pour l'instant, c'est pas votre non, stratégie. mais ça n'a jamais, dans l'histoire des élections européennes, si le scrutin des européennes annonçait le scrutin présidentiel, alors M. Jadot serait président, je sais pas, mais... Allez, rapidement, Jean-Baptiste, pour clôturer. Juste une précision sur la terminologie employée. Vous parliez du Parti social-démocrate. Bon, je ne sais pas si c'est le mot qu'utiliserait Olivier Faure, mais en tout cas, le Parti social-démocrate au niveau européen, précisé, c'est le parti dont est issu Gerhard Schröder en Allemagne, c'est le parti de centre-gauche en Italie. Il y a quelques années. Non, mais tout ça pour vous dire que justice fiscale, je sais pas, parce que c'est quand même eux qui ont augmenté le temps de travail, c'est eux qui ont augmenté dans leurs pays respectifs l'âge de départ légal à la retraite. C'est eux qui, au fond, ont mené une politique de compétitivité pour les entreprises, celle que, semble-t-il, dénoncer. Oui, mais c'était il y a combien d'années ? Et là, non, toujours leurs successeurs aujourd'hui, toujours dans les pays cités. Il n'y a qu'à regarder Olaf Scholz et qu'à regarder. Mais est-ce que les Français ils votent pour des députés européens français ? Non, mais c'est juste qu'il n'y ait pas peut-être de tromperie sur ce que vous proposez, sur l'alliance qu'il y aura au niveau européen. Mais encore, que nos partis soient diverses, puisqu'ils sont composés de plusieurs pays, évidemment, mais le vôtre aussi. Et on n'est pas forcément d'accord entre socialistes, y compris de partis. Ça, c'est vrai, puisque M. Bellamy a été le seul du groupe PPE à ne pas soutenir Ursula von der Leyen, alors que l'ensemble du reste de son groupe. Donc, je soutiens sur ce point-là. Il faut faire le ménage de partout. Exactement. C'est ça. Y compris chez les Républicains. Exactement. Merci à tous, en tout cas, et merci à Chloé Ridel et bien évidemment à Claire Fita d'avoir répondu à toutes nos questions. 25